Que se passe-t-il en ce moment entre la Russie et les États-Unis dans ces discussions? Vous savez, le plan en 28 points, puis celui en 19 points, puis en 22. Personne ne sait même combien de points contient le document à l'heure actuelle. Il semble qu'ils aient remis un document au gouvernement russe pour qu'il l'étudie, afin de voir ce qu'il contient finalement, après tout ce chaos. Ce qui m'étonne, c'est que Ryabkov, que je considère comme l'un des responsables les plus intelligents et les plus brillants de Russie, a déclaré qu'il n'allait pas se prêter à ces jeux malsains que d'autres essayent de lancer. Mais comment voyez-vous l'ensemble du dossier ukrainien? Parce qu'à mon avis, peu importe ce que contient ce document, tant qu'il n'est pas conforme à ce que la Russie veut en Ukraine. La Russie est la gagnante de ce qui s'y passe. C'est à elle de décider ce qu'elle veut tirer de la guerre en Ukraine et comment elle envisage la neutralité de l'Ukraine à la suite d'un éventuel accord. Quelle est votre compréhension? Quelle est votre opinion sur ce qui se passe? Oui, je suis d'accord. Sergueï Ryabkov est un peu le mauvais flic du ministère russe des Affaires étrangères, non? On le considère comme, disons peut-être, le numéro 2 du ministère. Beaucoup de gens pensent qu'il succédera à Lavrov lorsque celui-ci sera autorisé à se retirer. Mais Ryabkov, c'est vraiment lui qui, chaque fois que la Russie doit adopter une position dure, doit marteler ses arguments face à ses adversaires. Ces pays, qu'elle appelait autrefois ses partenaires. C'est Ryabkov qui s'en charge. Et il a clairement indiqué la semaine dernière que la Russie ne faisait aucune concession, qu'elle en avait déjà fait suffisamment. Et Poutine lui-même l'a d'ailleurs dit cette semaine. Un journaliste lui a demandé quel type de concession la Russie comptait faire. Et Trump dit, eh bien, la concession russe, c'est qu'ils ont accepté d'arrêter d'attaquer et de prendre davantage de territoire ukrainien. Et c'est tout. Je veux dire, c'est à peu près toute l'influence qu'ils ont sur la Russie, c'est-à-dire pratiquement aucune, du moins dans cette situation particulière avec l'Ukraine. Oui, les Russes sont, je pense, en train d'observer tranquillement pour le moment, regardant l'administration Trump s'agiter maladroitement comme une poule sans tête. Il est tout à fait évident que l'administration Trump n'a ni l'influence ni le contrôle sur le régime de Kiev, sur les Européens, ni même sur le gouvernement américain, dont elle aurait besoin pour faire aboutir un quelconque accord de paix. Et je pense qu'il faut insister sur ce dernier point. Poutine l'a d'ailleurs souligné, n'est-ce pas? Il a dit que le principal problème des négociations de paix actuellement, il a dit cela à Bishkek lors d'une conférence de presse après une réunion de l'Organisation du traité de sécurité collective, c'est l'Occident collectif lui-même, qu'il n'y a pas d'accord entre eux et qu'il existe des divisions internes aux États-Unis. Exactement. Et en ce moment, je compte les personnes qui veulent que ce processus de paix avance, quelles qu'en soient les conditions, sans même parler de savoir si cela est acceptable pour la Russie, mais simplement celles qui souhaitent un règlement de paix à ce stade. Je compte Trump, Vance et Witkoff. Peut-être Driscoll. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il en pense personnellement à ce stade. Nous savons qu'il est très proche, politiquement loyal et dépendant de Vance et de Trump. C'est tout, non? La plupart des autres membres de son administration ne veulent pas de ça, n'est-ce pas? Kellogg n'en voulait pas. Maintenant, il démissionne et sera remplacé par Driscoll. Rubio, évidemment, ne veut rien avoir à faire avec tout ça. Il garde le silence sur tout ce qui se passe ici. Et je pense qu'il se laisse simplement acheter en se disant, eh bien, vous savez, laissez-nous gérer le Venezuela, enfin, laissez-nous gérer la Russie, et vous pouvez faire ce que vous voulez avec le Venezuela. Je pense que c'est simple. C'est en fait une sorte d'accord. Marc, je pense qu'on peut dire qu'environ 75% de l'administration est néoconservatrice.
Oui, absolument. Je veux dire, nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais c'est la majorité, non? Et ce n'est pas difficile à comprendre, parce que quand on parle de néocons dans le contexte moderne, c'est bipartisan. Les néocons ont pris le contrôle de Washington après les années 90. Ils ont pris le contrôle de la manière dont on conçoit la politique étrangère et la politique militaire. Tu te souviens, dans les années 1990, il y avait ce Project for a New American Century. C'était le cœur du mouvement néoconservateur. Eh bien, aujourd'hui, il y a un nouveau groupe de réflexion à Washington, le Center for a New American Security, qui est le nouveau Project for a New American Century, sauf il est bipartisan. Il représente un consensus des deux côtés de la division Coke-Pepsi du théâtre politique américain, Knox Pursuit Hegemonie et le Scoreboard mondial occidental, érigé par les États-Unis. Il y a un consensus à ce sujet. La politique étrangère diffère généralement très peu d'une administration à l'autre. Trump est un peu une aberration à cet égard, non seulement à cause de sa politique étrangère, disons plutôt amateur, mais aussi en raison de sa croyance instinctive en une relation transactionnelle. Et son idée d'une relation transactionnelle, c'est que tout le monde vient à sa cour, lui rend hommage et lui jette de l'argent. N'est-ce pas? Je veux dire, c'est ainsi que les pays arabes, eh bien, c'est ainsi qu'on obtient les faveurs de Trump. Et sinon, il fait du chantage, vous savez, comme une sorte de parrain de la mafia. Si vous ne baissez pas vos barrières commerciales, alors mon cousin Vinny viendra vous casser la jambe et brûler la maison de votre cousin. Je veux dire, c'est ainsi qu'il opère, sauf qu'il menace de tarifs douaniers et d'autres choses du genre. Mais au sein de son administration, je veux dire, tout d'abord, encore une fois, je pense qu'il est essentiel de souligner qu'il n'y a pas de vision cohérente de la politique étrangère, parce qu'il n'y a pas d'accord. Et Trump écoute différentes personnes lui présenter des arguments. Et je veux dire, cela est ouvertement discuté dans les médias occidentaux. Ce n'est une surprise pour personne à ce stade. La dernière personne à qui il a parlé et qui l'a convaincu, c'est cette opinion qu'il adopte pour les 15 minutes suivantes, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le convainque du contraire. Et évidemment, cela fait aller la politique étrangère dans une direction, puis dans une autre, puis encore dans la première. Et vous savez, ce n'est pas une sorte d'échiquier en 5D. Personne ne sait ce qu'il fait. C'est parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils font. Et cela conduit bien sûr à... Eh bien, c'est une mauvaise situation pour les États-Unis, mais c'est aussi une mauvaise situation pour le monde, parce qu'il faut composer avec un pays erratique et instable, qui, vous savez, n'est peut-être plus l'hégémon qu'il aspire à être. Mais cela reste la première des grandes puissances, à bien des égards, n'est-ce pas? En particulier en matière de projection de puissance à travers le monde. Cela rend donc très difficile pour les autres pays de gérer leurs relations avec les États-Unis sur le plan de la politique étrangère. Et je pense que le gouvernement russe devient extrêmement frustré par cette situation. C'est évident, d'après ce que nous avons entendu de Lavrov et de Poutine ces dernières semaines. Ils sont frustrés. Ils pensaient avoir trouvé un terrain d'entente avec Trump à la sortie de l'Alaska. Pas un accord, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu d'accord, mais il y a eu une entente. Et ils voulaient que cette entente serve de base à tout règlement diplomatique du conflit ukrainien, si tant est qu'une telle chose soit encore possible à l'avenir. Et Trump, en revenant d'Alaska, a tout simplement pris la direction complètement opposée. Il a commencé à parler d'envoyer des Tomahawks, puis il a imposé des sanctions à Rosneft et à Lukoil, n'est-ce pas? Les Russes se sont dit, je croyais qu'on en avait parlé, qu'on avait un accord. Et lui a répondu, oui, mais ensuite j'ai parlé à d'autres personnes, et ils m'ont dit autre chose. Et puis, eh bien, les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Maintenant, je reviens dans cette direction. Mais je n'ai en réalité pas le pouvoir de mobiliser mes propres gens, encore moins le régime de Kiev, encore moins les Européens, encore moins les médias traditionnels. Aux États-Unis, il y a des personnes au sein même de son administration qui ne sont pas d'accord avec cela. Il y a l'État profond, la bulle, comme l'a appelé Ben Rhodes, la bureaucratie permanente, peu importe comment on l'appelle, les services de sécurité, le département d'État, le Pentagone, voire le complexe militaro-industriel, n'est-ce pas? C'est le consensus de politique étrangère, qu'on soit au pouvoir ou non. Et puis de toute évidence, la majorité des deux chambres du Congrès, des deux partis politiques, ne soutient pas cela. Il n'a qu'une minorité marginale, et celle qu'il déteste vraiment, Marjorie Taylor Greene. Quoi que je pense d'elle, et ce n'est pas grand-chose, c'était la seule personne qui s'exprimait vraiment à ce sujet à la Chambre. Et il l'a complètement aliénée. Et maintenant, elle démissionne ou quelque chose comme ça à ce stade. Donc vous savez, les deux partis dans les deux chambres du Congrès sont contre cela. Et en plus de ça, les médias sont contre. Les médias, le quatrième pouvoir, sont appelés ainsi pour une raison, parce qu'ils sont un acteur politique majeur. Ils ont été un moteur idéologique, comme un coup de fouet tout au long de ce conflit. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé ces armes? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne croyez pas à la victoire de l'Ukraine. Je veux dire, ça a littéralement toujours été comme ça. Donc ils sont tous contre cela, en plus du régime à Kiev, en plus des Européens. Il n'a tout simplement pas la volonté ni le capital politique nécessaire pour imposer une sorte de règlement qui, oui, serait favorable à la Russie, parce que les faits sur le terrain, en réalité, sont favorables à la Russie à ce stade. Et Poutine l'a clairement dit, nous n'avons pas besoin de cela. Nous atteignons les objectifs de l'opération militaire spéciale sur le terrain, et nous les atteindrons militairement. Cela peut prendre un peu plus de temps. Cela peut nous coûter. Mais nous le faisons et nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Et nous n'avons aucun doute à ce sujet. En fait, à cause de cela, nous ne subissons aucune pression pour faire des compromis bancals. C'est nous qui fixons les conditions. Nous pourrions en fait préférer cette solution à ce stade. Mais vous savez, nous ne sommes pas des gens incivilisés ou déraisonnables. Si nous pouvons atteindre nos objectifs, ou du moins une certaine interprétation de ceux-ci, par la voie diplomatique, nous sommes prêts à le faire. Nous savons que le reste des BRICS, les grands, n'est-ce pas? La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, sont tous favorables à une option diplomatique si cela est possible. Nous essayons donc de nous présenter comme les adultes dans la pièce, les anciens hommes d'État, opérant à un autre niveau, sans jouer à ces jeux sales, comme l'a dit Ryabkov. Mais la Russie est extrêmement frustrée. L'une des raisons, en plus du fait de ne pas aller au bout des choses et de changer d'avis sans cesse, est que Trump est en grande partie responsable de cette incohérence, de cette instabilité. Mais aussi, le gouvernement américain, en ce qui concerne la Russie, en est venu à comprendre de plus en plus que les États-Unis sont diplomatiquement incapables. Oui, en partie parce que l'administration Trump n'a pas le contrôle du gouvernement américain à un degré significatif, y compris sur la politique étrangère. Mais aussi parce que la manière dont les Russes ont l'habitude de traiter diplomatiquement avec les États-Unis et d'autres grandes puissances est un processus très sérieux, formalisé et rigoureux. On constitue des équipes diplomatiques, elles se consultent, élaborent des projets de documents, ceux-ci sont renvoyés, puis il peut y avoir des canaux parallèles et des révisions. C'est un processus très rigoureux et formalisé. Et Poutine a de nouveau souligné ce week-end que ce n'est pas simplement « voilà comment je veux que cela se passe ». C'est ainsi que les choses ont toujours été faites.
Et c'est la seule manière de les faire, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas simplement se contenter d'une poignée de main, d'un clin d'œil et d'un signe de tête dans l'arrière-salle enfumée, n'est-ce pas? Vous savez, une réunion informelle de ce genre, ce n'est pas acceptable pour le niveau de politique des grandes puissances. Nous, tout d'abord, ne vous faisons pas confiance plus loin que, eh bien, je ne veux pas dire plus loin que Poutine pourrait lancer. Parce que Poutine pourrait probablement, vous savez, faire un mouvement de judo et le projeter un peu plus loin que moi. Mais ils ne peuvent tout simplement pas compter sur les États-Unis ou sur l'Occident. Ils exigeraient donc un niveau de contrôle, de formalité, et vous savez, une sorte de mécanisme juridique international encore plus élevé, qui lierait l'Occident à ce qu'il accepte, incarné au moins par les États-Unis. Parce que franchement, je n'arrive pas à l'imaginer. Je veux dire, les États-Unis se sont retirés, je ne sais pas, du traité sur les missiles antibalistiques, du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, du traité ciel ouvert. Ils ne veulent pas renouveler le New START. Ils se sont retirés du JCPOA. Vous savez, ils riaient sous cape tout le temps à propos de Minsk, qui était inscrit dans une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU dans le droit international. Vous voyez ce qui se passe avec les cessez-le-feu négociés par les États-Unis avec Israël, alors qu'Israël bombarde Gaza chaque jour. Je veux dire, il n'y a rien de fiable, aucune possibilité de faire confiance. Et encore une fois, pour une diplomatie sérieuse, n'est-ce pas, le niveau de professionnalisme, de rigueur et de travail, l'administration Trump manque tout simplement de patience. Il manque une attention aux détails et la capacité professionnelle nécessaire pour mener une diplomatie à ce niveau. Et c'est un vrai problème. Ce n'est pas seulement un problème pour la Russie, c'en est un pour le reste du monde aussi. Je veux dire, la Chine doit se dire en ce moment, il existe un accord informel pour mettre la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en pause, pour prendre du recul. Mais ce n'est clairement pas un règlement définitif. Et la Chine devra aussi s'impliquer dans tout cela, vous savez, avec les États-Unis à un moment donné. Et je suis sûr que tout ce processus ne leur inspire pas non plus une grande confiance quant à la possibilité de mener des négociations sérieuses avec les États-Unis.